Les marionnettistes font comme ça, les programmatrices font comme ça, les chargés de diff font comme ça, les régisseuses font comme ça, les publics font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon. On y danse plus ou moins en rond. Les marionnettistes sont comme ça, les programmatrices font comme ça, les chargés de diff font comme ça, les régisseuses font comme ça, les publics font comme ça, et puis encore comme ça. Tina Sarafi, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne internet Castelet, où on s'interroge sur les arts de la marionnette en général et toutes celles et ceux qui les font vivre, qui les font exister et qui permettent que cet art soit et existe actuellement. On est à l'espace Alia. C'est un jour chaud à Avignon et on est content d'être dans une salle climatisée. Donc on les remercie de nous prêter cette salle. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter brièvement? Oui, alors je m'appelle Tina Sarafi et j'ai fondé Derviche Diffusion. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. J'ai fondé Derviche Diffusion il y a bientôt 10 ans. Et l'idée était d'apporter une solution de diffusion au plus grand nombre de compagnies possible, parce que c'est compliqué de trouver un chargé de diffusion, il n'y en a pas assez. C'est un peu une boîte noire aussi, on ne comprend pas trop ce qu'ils font et comment il y a des résultats ou pas. Et l'idée était vraiment de casser ce système-là, d'être dans la transparence, dans le partage de méthodes avec les compagnies, de pouvoir accepter des typologies de spectacles très variées et d'être le moins cher possible. Alors, il y a un coût quand même, mais le moins cher possible, et puis expliquer le plus possible aux compagnies. Donc mutualiste, transparent, une diffusion accessible au plus grand nombre. Ouais, super, on va profiter du coup de tes éclairages sur ce métier. Est-ce que peut-être tu peux commencer par nous décrire Derviche, d'un point de vue combien vous êtes d'employés, toi, quel est ton rôle? Est-ce que tu es employé aussi? Est-ce que tu es... Voilà. Je suis patron. Oui, je suis patron, comment tu te positionnes? C'est pas vraiment, on est vraiment une structure. Alors, officiellement, on est une entreprise, on est une SARL, parce qu'on respecte toutes les règles et qu'on n'a pas voulu créer une association un peu factice. On est vraiment une entreprise, mais on a un mode de travail très horizontal. On est 4 dans la structure. Marion, qui a été là depuis quasiment le début, Marion de Courville, et qui a beaucoup travaillé avec des compagnies de marionnettes notamment. Alexandra Gontard, qui était chargée de diffusion indépendante pendant longtemps et qui nous a rejoint il y a 2 ans et demi pour être moins seule, pour faire partie de l'équipe, et qui apporte aussi un axe international parce qu'elle est franco-américaine et toute son expérience aussi de chargée de diff indépendante. Et puis Clémence, qui est la petite dernière, qui nous a rejoint en mars, qui a un parcours de danseuse. Et on se rend compte que les profils de danseurs, c'est vraiment des super profils en diffusion. Ils sont très rigoureux, très fiables, et c'est un grand plaisir de la voir. Et chacune d'entre nous a une accroche avec le monde des compagnies. Marion a eu sa propre compagnie, elle est comédienne aussi, elle a écrit des textes. Et moi, j'étais plutôt sur le côté technique, faire des régies, des décors, des costumes. C'est ça que j'aime, le pratique. Voilà. Et en fait, le fait d'avoir toutes ces compétences et puis des points de vue très variés, à la fois artistiquement et dans les façons de faire, c'est très riche parce qu'on se relie toutes les unes les autres quand on crée des coms. Quand on se pose des questions, on interroge les autres. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites vraiment de manière très transversale. Et vous avez un bureau à Paris? Oui. Et vous travaillez, vous avez des horaires fixes ou... On a des horaires de bureau. Ouais, ça c'est un des avantages entre guillemets de la diffusion. Avantage et inconvénients. Avantage, on a des horaires de bureau, 9h-18h, dans des bureaux en coworking à Belleville, près des métallos. Donc c'est très sympa comme ambiance parce qu'on est avec beaucoup d'indépendants. Inconvénient, c'est qu'on va très peu en tournée avec les compagnies. Avignon, c'est un des rares moments où on peut vraiment rencontrer les programmateurs, passer du temps avec les compagnies tous les jours. Mais sinon, dans toute l'année, c'est assez rare, malheureusement, ça on le regrette. Mais les budgets étant ce qu'ils sont, on est contraint par le temps déjà de consacrer tout notre temps à la diffusion elle-même et par les budgets. Il y a rarement des budgets pour que les chargés de diff puissent partager les voyages sur l'île de la Réunion, au Maroc, les beaux voyages que peuvent faire parfois les compagnies. Bon, puis même en métropole, hein. Mais c'est assez rare, malheureusement. Et tu peux nous faire une journée type dans votre bureau, comment ça se passe? Ouais, alors on a des semaines types.
Semaine On a type. des semaines types, c'est que le lundi matin, on commence par une réunion. On a un doc qui liste tous les points qu'on veut aborder, donc on n'oublie rien. On peut rajouter des points, c'est vraiment libre. On essaye de faire une réunion un peu courte pour pas que ça mange du temps en réunionnite. Et puis ensuite, chacune VAC a ses occupations, chacune a certaines compagnies dont elle s'occupe en direct. Donc chaque compagnie n'a qu'un seul interlocuteur, une seule interlocutrice au sein de Derviche. En revanche, on est chacune informée de tout ce qui se passe pour chacune des compagnies qu'on accompagne. On travaille beaucoup avec des outils partagés, Dropbox ou des Excel partagés, ce qui fait qu'on est vraiment au courant de tout le temps. On a un gros outil de CRM aussi, donc de base client partagé, et on est vraiment au courant en permanence de ce qui se passe. Comme on est dans un open space avec des bureaux côte-côte, on s'entend aussi, donc on est au courant tout au fur et à mesure de ce qui se passe. Et dans la semaine type, en fait, on fait des plannings mensuels de tous les envois de communication qu'on doit faire. D'envoi de communication, relance des provenus, les devis, l'édition de notre livret papier que l'on fait 2 fois par an. Les grands moments comme ça de communication de Derviche, ils sont très cadrés dans le temps pour qu'il n'y ait aucun envoi qui puisse être loupé, évidemment, et qu'on s'alerte les unes les autres sur les résultats et qu'on puisse mettre en place des actions complémentaires s'il y a besoin pour un spectacle. Donc c'est assez cadencé de cette façon-là. Avec mardi et jeudi les envois des emails, les dates avec des échéances précises pour les livrets. Sur notre outil Excel, on voit toutes les dates de repris aussi, et sur des Google Calendar, on voit les dates de repris. Donc, on a des alertes sur ce qui se passe tout le temps sur tous les spectacles. Et les envois, ils sont personnalisés avec des champs personnalisés? Vous envoyez des grosses listes d'un coup? Comment ça se passe au niveau Il de y a l'envoi? plusieurs choses. En fait, c'est vraiment la communication. Nous, on est des haut-parleurs. Les chargés de diff, c'est des haut-parleurs. Ceux qui font la beauté des mots et des choses à dire, c'est les artistes. Et nous, on fait en sorte que leur message soit entendu par le plus grand nombre de personnes possible et soit entendu plusieurs fois par les personnes les plus pertinentes. Donc, pas forcément tout le monde. L'objectif n'est pas de harceler tout le monde. Et donc, oui, en fait, selon les types de communication, on va être plus ou moins personnalisé. Ce qui est le plus impersonnel, c'est les mailings envoyés à des bases très larges. Mais même là, on fait quand même attention, on renseigne de plus en plus nos bases pour ne pas envoyer un spectacle jeune public à quelqu'un qui n'en fait pas, ou de danse à quelqu'un qui fait que du cirque. Enfin, bon, voilà, on fait attention à ça. On fait attention aussi à la partie géographique des envois. Donc ça, c'est un petit peu impersonnel. Les réseaux sociaux, c'est un peu impersonnel et ça fait partie de notre travail. Ce qui est beaucoup plus personnel, c'est quand on fait des relances aux prioritaires, donc aux contacts qui nous semblent être prioritaires pour un spectacle donné. Là, on est plus dans la personnalisation. Quand on fait des relances sur les provenus, forcément, c'est très personnel. Quand on suit aussi, ce qui est assez marrant, ce qu'on a découvert en le faisant, c'est que le fait de travailler toute l'année sur un grand nombre de spectacles, ça fait qu'on est en permanence en lien avec les programmateurs. Donc, on peut mettre à jour nos bases, mais on est aussi mai-juin, qui sont des périodes critiques pour commencer à parler d'Avignon. On a les pros au téléphone, c'est eux qui nous appellent parfois pour les questions de contrat, pour des spectacles qui vont se jouer la saison qui vient. Et c'est l'occasion, comme c'est eux qui nous appellent, de toucher un petit mot des spectacles qu'on aura à Avignon. Il y a beaucoup de temps d'appel par jour, ça fait combien de temps? On n'a jamais mesuré, ça c'est Oui. quelque chose qu'on n'a pas fait. Le temps qu'on passe réellement par compagnie, on n'a pas pris le temps. Oui, pas forcément par compagnie, mais dans une journée, combien? Mais dans une journée type, on essaye de se bloquer des temps de concentration pour ne pas être en permanence dérangé par le téléphone. En revanche, quand on est en temps libre sans bloquer le téléphone, c'est pas énorme, on ne passe pas nos journées au téléphone, sinon on n'avancerait pas sur le fond du travail. Mais on a, je sais pas quoi dire, 15-20 coups de fil par jour. C'est quand même beaucoup d'oralité. Vous quatre, en tout, ou Ah par non, personne? Oui, chacune. d'accord. Ouais, chacune, mais je me rends pas compte. Peut-être que je dirais que c'est à peu près ça. Oui, c'est un Mais ordre de des grandeur, c'est conversations pour assez avoir un courtes, ordre de en fait. grandeur. Ouais. Après, ça dépend aussi des moments, parce que quand on est sur les relances des provenus à des spectacles, et en particulier pour Avignon, C'est là, c'est octobre, des ça. journées pleines de phoning. Octobre et... Ouais, à partir d'octobre, et puis ça s'étale jusqu'en juin. Hein. Donc, on se prévoit des temps, des journées complètes de coups de fil. Vraiment, à la queue leu, un par un, passer des coups de fil. Alors, on va parler un peu du nombre de compagnies que vous suivez ou du nombre de spectacles. Comment tu
Je ne sais On pas raisonne comment. par spectacle. Par Ouais. spectacle. Parce qu'on part du principe qu'un programmateur, il achète un spectacle. Il n'achète pas une compagnie en général. Et on a fait des tests, des mailings qui sont multi-spectacles pour une compagnie donnée. Ça fonctionne beaucoup moins, ça attire beaucoup moins l'attention qu'un mailing dédié à un spectacle donné. Parce qu'en fait, les programmateurs, ils s'intéressent à un spectacle. Vous fonctionnez par spectacle. Oui, par spectacle. J'ai une question qui m'est venue, pardon pour Ouais. revenir avant. Est-ce que vous développez des outils? Est-ce que vous utilisez des outils déjà développés pour les bases de données, par exemple? Est-ce que vous avez toute une partie développement peut-être d'outils ou pas du tout? Oui, 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 complètement. Il y a des outils très bien qui existent sur le marché. Nous, on a fait le choix de travailler avec un outil qui n'était pas dédié spectacle, qui s'appelle Zoho, parce qu'il est moins cher. En fait, on a toujours cet axe de l'économie pour les compagnies. On sait que c'est difficile, le marché, puis voilà, le secteur dans lequel on est n'est pas riche, donc on ne gaspille pas l'argent. Et les CRM, ça coûte assez cher. Donc on a choisi un outil qui est très neutre, qui est mondial et qui n'est pas du tout adapté au départ au spectacle en particulier, mais on l'a fait adapter, on l'a nous-mêmes adapté à nos contraintes spectacle, à nos spécificités. De même, on travaille avec un développeur qui s'appelle Steven Berg, qui est talentueux. Steven Berg, j'ai répété son nom, il est génial. Et qui est un ancien danseur, donc il comprend très bien les problématiques des compagnies. Et il nous a développé une appli géniale pour Avignon qui nous permet, en fait, on se rendait compte qu'on perdait énormément de temps à enregistrer chaque réservation, parce qu'à Avignon, c'est vraiment des milliers, enfin, c'est On va quasiment parler 2000, d'Avignon après. voilà, c'est beaucoup, le volume géré est énorme. On perdait du temps à noter sur notre petit cahier la réservation, la confirmer au pro, la noter dans un Google Calendar pour qu'il ait bien l'info avec un rappel de l'adresse exacte, pas se tromper sur les jours de relâche, etc. Informer la compagnie, le noter dans notre petit tableau de suivi pour savoir ensuite à l'accueil, renoter, oui, votre adresse mail c'est bien ça, quand est-ce qu'on peut vous recontacter? Et tout ça, c'était des multiples saisies avec à chaque fois du coup un risque d'erreur et du temps perdu. Et Steven nous a développé une appli qui fait qu'en une seule saisie, et les pros peuvent se saisir eux-mêmes en résa, en une seule saisie, la compagnie a l'info, le pro a la confirmation, il a le Google Calendar, et nous, ça nous nourrit nos listings pour les accueils. Donc on essaye de développer un maximum des outils pour que tout ce qui est sans valeur ajoutée, comme de la ressaisie, franchement zéro valeur ajoutée et que des risques d'erreur, que ça se soit informatisé. Et là, on va travailler à la rentrée, par exemple, sur un outil pour mutualiser, pour essayer de, quand un spectacle joue en tournée, en métropole, dans une région donnée, pouvoir informer tous les pros de la région que ce spectacle va jouer chez eux assez en avance pour qu'ils puissent se greffer à la tournée s'ils veulent. Ça permet, bon, déjà d'un point de vue écologique, d'être un peu plus pertinent, et on parle au porte-monnaie aussi forcément des lieux, en mutualisant les coûts. C'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place aujourd'hui si on ne passe pas par un outil, parce que le taux de retour il est assez faible. Quand on propose aux lieux de mutualiser, c'est rare qu'ils acceptent de bouger leur planning pour coller pile poil à la mutualisation. Parce que s'il y a 2 jours de battement, il faut que l'équipe remonte en fait. Donc c'est assez rare, mais on se dit que si on fait un petit outil un peu automatisé, ça nous prendra moins de temps. Donc, même si le taux de retour est faible, ça sera toujours ça de prix. Voilà, donc on développe pas mal d'outils comme ça. C'est un peu notre, je pense, un des axes qui nous tient à cœur, d'essayer de réduire les coûts en automatisant tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée. Oui, super. J'aurais aimé qu'on parle aussi du rapport, la place que vous avez d'Herviche à l'intérieur des différents bureaux de diffusion, s'il y en a. Comment vous êtes vu par les chargés de diffusion et voilà, un peu le rapport dans l'écosystème de la diffusion, des diffuseurs, comment vous êtes vu et comment vous voyez les autres aussi. Est-ce qu'il y a un truc de concurrentiel? On a envie d'être le meilleur, on a envie d'avoir tous les spectacles du monde. Comment vous vous positionnez? Faudrait leur poser la question à eux. Mais Mais comment ils nous voient, oui, ça comment oui. ils nous Mais voient, vous je savez sais un pas. peu quand même. On voit un peu. Alors, c'est un secteur qui est très morcelé, en réalité. On fait partie de plusieurs associations professionnelles, notamment l'APAS, qui regroupe les administrateurs, producteurs de spectacles et chargés de diffusion, qui est top, qui fait des très belles actions pour avoir un petit peu plus de chiffres, pour qu'on se parle entre nous, pour créer des liens. L'APAS, c'est vraiment top. Et on fait partie d'Arviva.
aussi, qui développe l'aspect écologique. Pas de spectacle vivant sur une planète morte, c'est un beau slogan. En revanche, les liens entre les chargés de diffusion, ils ne sont pas très forts, je trouve. On essaye, enfin en tout cas nous on est toujours dans... Enfin, il n'y a aucun problème à échanger avec les autres chargés de diffusion. Il y a parfois un peu de solidarité quand même, mais sinon chacun est assez dans son territoire. Et au départ, quand on a créé Dervish, je pense qu'on était un peu des bêtes curieuses, parce que c'était il y a 10 ans. Hein. Il y a 10 ans, il y avait très peu de choses informatisées, très peu de structures qui avaient un grand nombre de spectacles. Et nous, c'était notre cheval de bataille, de dire on est à la carte. Si la compagnie veut faire son accueil pro, elle fait son accueil pro, parce qu'on considère qu'une fois que le pro est là, il va voir le spectacle. Ce n'est pas le chargé de diff qui fait la différence. Le pro ne vient pas voir le chargé de diff ou la chargée de diff, il vient voir le spectacle. Donc ce n'est pas grave s'il est accueilli par la compagnie, à partir du moment où on forme la compagnie à ce que l'accueil pro soit bien fait. Donc on était un peu des ovnis là-dessus, sur nos outils, notre façon de faire. J'ai l'impression qu'avec le temps, on est moins des ovnis, peut-être parce que nous aussi, on s'est rapproché de la façon de faire des chargés de diff existants, pour partie, et pour partie parce que je pense que les autres chargés de diff ont aussi dû s'informatiser, automatiser des process, et se sont rapprochés de notre façon de faire aussi un peu, je pense. C'est l'impression que j'ai. Mais en gros... alors là encore, comme dans le marché du spectacle en général, il y a très peu d'études, mais de ce que je constate, c'est qu'il y a quelques grosses structures qui sont des structures de production et diffusion, et beaucoup de chargés de diff indépendants. Des structures comme les nôtres, il y en a quelques-unes, mais je pense qu'il y en a peut-être 5, peut-être 10, mais maximum, sur 1724 spectacles au festival. Donc des structures un peu comme les nôtres, il y en a très peu. Il y a surtout beaucoup de chargés de diff indépendants et là, il y a vraiment de tout. Tous les formats sont possibles. Des personnes qui démarrent, qui sont bénévoles, des personnes qui ont beaucoup d'expérience et presque font ça uniquement au pourcentage parce que ça fait des années qu'elles font ça et puis c'est leur carnet d'adresses qui roule, mais elles peuvent prendre qu'un tout petit nombre de spectacles sous leur aile, donc c'est dur d'accéder à ces personnes-là aussi. Mais des formats un peu comme les nôtres, je pense qu'on n'est pas très nombreux. Et donc on est vu, pour répondre à ta question, je pense qu'on est vu encore un peu comme... enfin, dans les milieux classiques, peut-être les milieux, on va dire les scènes conventionnées, ceux qui travaillent avec des structures conventionnées, qui ont les moyens de travailler avec un tout petit nombre de compagnies à l'année, on paraît encore être des ovnis, d'avoir autant de spectacles, ça paraît bizarre. En réalité, quand on ramène au nombre de personnes que nous sommes et au fait que du coup on fait un tout petit prix pour les compagnies, ça devient logique et il nous semble qu'on est en adéquation avec le besoin des compagnies. C'est toujours trop cher, mais parce que les budgets sont tellement serrés et on essaye de contenir le coût. Oui, et puis vous êtes une société, du coup vous donnez la moitié à l'État à chaque fois de... Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, on est assujetti à la TVA. Donc, quand nos clients sont des compagnies non assujetties, il y a 20% de TVA. Et la TVA, il ne faut pas en avoir peur. Elle ne mord pas. La TVA, ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à comment ça fonctionne et de s'assujettir pour récupérer la TVA parce que les assos sont vite des structures professionnelles et elles ont le droit d'être assujetties pour économiser 20% sur leurs coûts, sur tout ce qu'elles dépensent. Sur leurs achats. Sur leurs achats. Leur location de théâtre à Avignon. Donc 20%, ça peut être très cher. 20% sur une location de théâtre à Avignon, ça peut payer la diff. C'est le montant de la diffusion. Donc là, nous, on verse la TVA, on est assujetti, on n'a pas l'intermittence. Et donc, tous nos charges sont... Voilà, oui. Chaque jour travaillé, chaque jour de congé doit être rémunéré. Et sur les salaires, en effet, on verse les cotisations qui se doivent. Oui, c'est ça. Et vous êtes payé combien à l'intérieur de votre structure ? On est payé si chacun. Tu peux le dire. Je ne vais pas donner le montant parce que je pense que c'est un peu comme ce que une compagnie rémunère ses artistes. C'est à peu près de ce que j'ai en tête, une structure à taille moyenne, une structure qui fonctionne, qui a des dates de tournée, qui peut rémunérer ses artistes correctement, mais pas comme des stars. Voilà, on est à peu près dans cette fourchette-là. Alors, je reprends mes petites notes pour savoir
Je pense qu'on a... Ah oui, on peut finir encore avec Dervish, après on va parler un peu plus du métier peut-être de Ouais. diffusion. Mais combien vous avez de spectacles? Alors, sur le Festival d'Avignon, on a une vingtaine de spectacles, mais tu vois, on est 5 sur les accueils, plus une personne à Paris qui enregistre des réservations. Donc une vingtaine sur 5, tu vois, ça fait 5 spectacles à peu près par personne. Et tout au long de l'année, on n'a pas vraiment le même nombre de spectacles dont on s'occupe chacune, mais c'est à peu près 5 par mois aussi. On n'a pas le même nombre parce que certaines d'entre nous ont des compagnies qui ont plusieurs spectacles. Donc Marion, par exemple, qui suit À quand la dérive, qui a 3 spectacles, ou Marie Zibil, qui a 3 spectacles aussi, voire 4. Moi, je suis Paname Pilotis, qui a 2 spectacles. Voilà, il y a plusieurs compagnies qui ont plusieurs Mais vous avez spectacles. combien de spectacles en tout dans votre catalogue? Est-ce qu'il y a un catalogue? Alors, il y a un site internet où on garde sur le site tous les spectacles qui, à un moment donné, ont été en diffusion avec nous et D'accord, sont c'est pas encore tous les disponibles. spectacles dont vous vous occupez actuellement. Voilà, on distingue la prospection active, donc les moments où on va envoyer des mails, téléphoner, être vraiment en prospection dynamique pour faire venir les pros. On distingue cette phase-là qui est facturée aux compagnies par mois. Donc ça, c'est la prospection active. On distingue ça d'une prospection passive, quelque part, qui est le fait de laisser les compagnies sur notre site internet, de les avoir en tête. Donc quand un pro nous appelle et recherche un spectacle sur une typologie donnée, bien entendu, on continue à proposer les spectacles pour lesquels on a travaillé par le passé et qui sont encore dispo. Et ça, comme en fait on est sur du temps long, souvent pour la diffusion, ça garde des queues de comète comme ça de diffusion sur les spectacles, le fait de les garder sur notre site. Et donc pour répondre à ta question, on est à peu près sur une vingtaine de spectacles en prospection active tous les mois, sauf août, sauf septembre, sauf un peu décembre, voilà, où c'est des mois où il n'y a pas beaucoup d'activité. Et on est en passif, entre guillemets, j'ai pas compté, mais je pense qu'on est sur une centaine de spectacles sur notre site, qui restent vivants sur le site, en tout cas. Donc, qui sont toujours disponibles pour la tournée, même si on facture pas, quoi. Ils restent visibles. Super, on va parler un peu d'économie, puisque tu en as parlé, on a tous les enjeux, tous les endroits où vous travaillez. Combien ça coûte, par exemple, d'être en actif, d'être dans vos catalogues actifs? Ouais. Alors, donc, on propose des formules de 3 mois, 4 mois pour Avignon, mais uniquement 3 mois sinon le reste de l'année. L'idée, c'est de faire une très courte mission au départ pour un spectacle, pour bien se connaître. Et si ça fonctionne, on peut faire au mois le mois. Donc, on fait une première mission de 3 mois pour un spectacle donné qui permet de voir, de créer tous les outils, de bien comprendre les forces du spectacle et les réseaux qui peuvent être pertinents. Et ça, c'est facturé 540 € hors taxe par mois. Donc ça, c'est la mission de 3 mois. Pour Avignon, c'est 4 mois parce que c'est avril, mai, juin, juillet. Et puis toutes les relances après, c'est pas facturé. On est rémunéré s'il y a des dates vendues. Et donc il y a les 540 € hors taxe par mois. Et s'il y a des dates vendues, c'est 15% de commission sur le prix de cession, donc hors frais, hors VHR, qui sont à régler quand la date est jouée et payée à la compagnie. C'est une façon d'encourager aussi le fait que vous relanciez et que ça permet... Ouais, on est tous gagnants. En fait, C'est ça. nous, on a à peu près 60% de notre chiffre d'affaires qui sont sur des commissions sur date vendue. Donc, ça veut dire que la prospection, ça reste important quand même, 40%, mais ce n'est pas l'essentiel. On vit surtout si on vend des dates, comme les compagnies. Et au niveau statistique, est-ce qu'il y a quelle est la quantité de dates vendues grâce à Avignon et hors festival du coup? Alors, on a fait les stats pour des compagnies qui jouent à Avignon et à Paris et en tournée. Et on se rend compte, c'est encore une fois, c'est le petit, comment on dit, par le petit bout de la lorgnette, parce qu'il y a peu de chiffres du marché au global. Oui, on a les malheureusement. vôtres, mais c'est intéressant. Ouais, donc ça, c'est vraiment notre expérience uniquement. Mais quand on reparle avec d'autres chargés de diff, c'est à peu près ce qu'ils vivent. 60% des dates vendues, c'était lié à des contacts Avignon. 30%, allez, 25-30% Paris. Et 10-15% les dates de tournée par ailleurs. C'est pour ça que quand les compagnies nous contactent et qu'elles ont une date à Lille et puis une date à Perpignan, c'est très compliqué de leur proposer une mission parce qu'on sait que les retours risquent d'être faibles. On a besoin que les spectacles soient visibles pour les programmateurs. Les programmateurs sont tellement sollicités pour voir des spectacles, et puis c'est du vivant quand même qu'on leur propose, qu'ils privilégient, et on le comprend, des spectacles qu'ils ont vus en vrai au plateau. Donc quand on ne peut pas proposer aux programmateurs de venir voir
dans des lieux faciles d'accès sur plusieurs dates, c'est compliqué. C'est pour ça que Avignon reste très important dans les dates de tournée. Et quand tu dis on ne prend pas des compagnies parce qu'ils n'ont pas de visibilité, enfin on n'enclenche pas ces 3 mois, c'est combien de compagnies que vous refusez comme ça? Alors c'est assez dramatique, moi je trouve. Ça nous fait vraiment mal au cœur, mais on a compté que c'était environ 30 spectacles par mois à qui on disait non. Et c'est triste parce que ce sont des spectacles qui ont tous des qualités, qui méritent d'être défendus ou accompagnés. Mais malheureusement, dans le travail de diffusion, on a beau essayer d'automatiser beaucoup de choses, il y a une part d'humain qui reste incompressible. Cette part d'humain, c'est bien comprendre les forces du spectacle, créer des outils qui soient pertinents et efficaces, bien cibler les réseaux, quand même les coups de fil malgré tout, enfin tout cet aspect humain, et un accompagnement et expliquer aux compagnies ce qu'on fait. Parce que ça fait partie de notre volonté de transparence et parce que c'est un vrai besoin des compagnies de comprendre ce qui se passe. Donc, ce qui fait qu'il y a une contrainte humaine sur le nombre de compagnies qu'on peut accompagner. Et donc, je lance un appel à la communauté. Si vous voulez découvrir ce magnifique métier de chargé de diffusion, il y a vraiment du travail. Alors, on n'est pas riche, mais derviches, c'est quand même des mendiants. Alors, on n'est pas à ce niveau-là, mais c'est vraiment des métiers qui sont hyper valorisants, enfin hyper enthousiasmants par le plaisir, en fait, le bonheur quand on arrive à trouver des réseaux de diffusion pour un spectacle et pour des artistes. Donc, il y a toujours des surprises. Donc, c'est des beaux métiers où on a besoin de personnes qui nous rejoignent. Pourquoi tu n'embauches pas d'autres personnes et pourquoi tu refuses les spectacles? Ouais, on aimerait bien embaucher plus de personnes. Ouais. Souvent, le frein, c'est pas l'envie de faire le métier, c'est la paye. C'est qu'il n'y a pas assez d'argent, en fait. Parce que la vie à Paris, c'est cher. Nous, on est basé à Paris et qu'on ne propose pas des gros salaires parce que sinon, ça voudrait dire augmenter les tarifs des compagnies et ça, c'est pas trop à l'heure du jour, quoi. C'est compliqué. Et je pense que c'est ça, en fait, qui est souvent un blocage parce qu'on ne peut pas proposer un statut d'intermittent. On n'est pas sur des grosses payes. Donc, c'est vraiment l'amour de ce métier et de l'envie de faire tourner des spectacles qui doit qui doit primer. Donc tu veux dire que tu embaucherais bien quelqu'un, mais tu trouves personne, c'est ça que tu dis? Alors là, on Pas a trouvé vraiment. Clémence, par Oui, exemple, c'est ça. qu'on a intégrée dans l'équipe. Mais souvent, c'est un frein, oui. Tu vois, l'année dernière, sur les 12 derniers mois, je crois qu'on a eu 3 ou 4 candidatures qui étaient super, des personnes très intéressantes qui pouvaient complètement être pertinentes et efficaces dans ce travail-là. Mais c'est la paye qui convenait pas, qui leur convenait pas. Donc, Ouais. voilà. Et donc il faut trouver une économie, c'est Ouais. pas facile. Et c'est pour ça aussi qu'on essaye d'améliorer notre façon de faire, toujours. D'une part parce qu'on vit dans un monde qui change, donc il faut toujours se remettre en cause, essayer de trouver. Là, j'ai l'impression, par exemple, qu'il y a beaucoup plus de turnover de pros, que les pros changent plus qu'avant. C'est intangible, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un roulement beaucoup plus important de programmateurs de salle en salle. Donc, ça veut dire tout notre travail sur les bases de données, il est essentiel. Et le fait d'être nombreuses dans la structure et que chacune met à jour un petit bout de cette base et tout le monde en profite, c'est top. Donc voilà, le métier change en permanence, donc c'est hyper intéressant. Mais un des axes, ouais, c'est essayer de trouver des façons de faire plus efficaces pour qu'on puisse tous mieux vivre, tous avoir des chargés de diff qui vivent correctement, sans que ça ne coûte trop cher aux compagnies. Parce qu'on n'a pas de soutien aussi. On est une profession qui ne fait pas partie de l'annexe du spectacle et malheureusement, c'est encore une profession qui est vue un peu comme ni artiste ni producteur, donc on a l'impression qu'on ne mouille pas notre chemise, nous, alors que ce n'est pas le cas. En tout cas, nous, notre vision des choses, c'est qu'on mouille notre chemise à Avignon, voilà, je pense que tout le monde le voit, mais toute l'année, en réalité, dans notre bureau. Et c'est une profession qui a eu mauvaise presse pendant longtemps, où parfois c'est vu comme peut-être des gens qui prennent de l'argent sur le dos des artistes, alors qu'on fournit un travail que les artistes ne veulent pas toujours faire. Quand ils veulent le faire, ils le font, il n'y a aucun problème, bien sûr.
mais parfois, juste comme un comptable qui fait sa partie comptabilité, nous on fait la partie diffusion, donc de maintenir à jour le réseau, de communiquer auprès du réseau, de tenir informés les compagnies, d'éditer des devis, des contrats. Voilà, c'est une partie du travail qui incombe à une compagnie aussi, et que certaines compagnies délèguent ce travail parce qu'ils n'ont pas les ressources pour le faire en interne toute l'année, en fixe. C'est tout, c'est pas plus mystérieux et plus diabolique que ça. C'est vraiment tout bête, mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'image. Alors je pense que c'est lié aussi à cette image du chargé diff à l'ancienne, qui, je parle vraiment du passé, parce que moi ça fait 20 ans que je traîne mes tongs à Avignon. Il y avait cette idée du grand Manitou, comme l'agent pour les comédiens. Et genre, j'ai un chargé diff, c'est bon, c'est miraculeux, j'ai 30 dates de tournée, 50 dates de tournée. La réalité, d'abord, c'est que la réalité du monde du spectacle est plus difficile qu'il y a 20 ans, mais aussi, ça ne tient pas au chargé diff. Ça tient au spectacle lui-même, ça tient au réseau du chargé diff, à ses outils, sa façon de communiquer, bien sûr, mais la façon de communiquer sans un bon spectacle, ça ne sert à rien. C'est un porte-voix qui fait du brouhaha, mais qui ne fonctionne pas. Donc, il y avait cette espèce de mystère de... non, mais les programmateurs, ils viennent voir, ils viennent pour moi, chargé diff, ou si on passe par cette personne, c'est sûr, on va avoir un tel dans la salle. C'est pas la réalité que je vis moi, mais ça a contribué à ce côté un peu Manitou, et donc peut-être un peu qui profite, un truc un peu malsain avec les compagnies. Mais je pense qu'on a des relations hyper saines, j'ai l'impression, en tout cas c'est ce qu'on essaye avec nos compagnies, et ça fonctionne, c'est comme ça que nous on a l'interaction avec les pros. Ils viennent Oui, ça vraiment a pour changé les aussi, le spectacles. milieu du spectacle change et Sans les doute. directeurs restent moins longtemps. Comme tu as Ouais. dit, ils changent, du coup ils sont moins... Les liens sont peut-être moins installés entre un diffuseur et des professionnels. Et puis Parce qu'il y a aussi, le risque aussi de faire confiance pour le programmateur, de faire confiance à un diffuseur qui lui donne tous ses spectacles. Et donc, en fait, le programmateur ne fait pas grand-chose. Il reçoit ouais. tous les meilleurs spectacles, entre guillemets, du diffuseur et il ne choisit plus le spectacle. Je pense que ça a fonctionné comme ça par le passé. Ouais. Peut-être. Et puis aussi, comme les chargés de diff vont pas ou très peu en tournée, le lien humain qu'il pouvait y avoir entre responsable de salle et chargé de diff, il a moins lieu aussi, puisqu'il y a moins cette connexion de salle, de lien entre les humains. Moi, j'ai pas mal tourné avant parce que je faisais des régies pour les spectacles, donc je connaissais les salles, les programmateurs, et les liens, ils sont pas les mêmes quand on a été chez eux. Évidemment, ils nous ont accueillis, on a partagé des moments. C'est des liens plus forts que quand on les a par mail ou par téléphone. Mais bon, voilà, on crée quand même ces liens, on est content de se voir quand on est à Avignon, on se dit « Ah, donc c'est vous !» Mais je pense vraiment qu'ils sont attachés au spectacle avant tout. Et c'est marrant parce que selon les spectacles, on voit parfois, donc on demande toujours à chaque compagnie, quels sont les lieux à prioriser dans nos démarches, les lieux où vous avez vraiment envie de jouer, pour X raisons, parce que vous venez de la région, parce qu'ils ont déjà vu d'autres éléments de votre travail, etc. Et parfois, on relance pour un spectacle donné un lieu qui nous répond absolument pas. Et on se dit, bon, ok, il me blacklist moi en tant que chargé de diff. Mais pas du tout. On le contacte pour un autre spectacle qui correspond. Et là, immédiatement, la personne prend l'appel, prend le mail, répond. C'est vraiment, ça c'est du vécu. Et il faut vraiment pas surestimer le rôle du chargé de diff. Chargé de diff, c'est un haut-parleur. C'est une petite fourmi qui a une grosse base de données, qui a le maintien à jour en permanence. Il faut être très précis, très méticuleux, qui crée les outils au bon moment, qui envoie la com au bon moment, au bon endroit. C'est ce type de travail qui fait les relances, qui fait des devis précis. C'est ce travail-là, en fait, qu'on attend d'un chargé de diff, il me semble. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le vit. Et la partie humaine, relation artistique, c'est avec les artistes et c'est autour du spectacle. On va parler du spectacle. Tu as utilisé le terme « bon spectacle ». Est-ce que tu penses que toutes les productions artistiques, tous les spectacles qui sont produits ont une chance de tourner? Ou quand même pas, tu as quand même une idée un peu claire qu'il y a des qualités essentielles d'un spectacle pour qu'il tourne? Ouais. Est-ce que tu juges un peu ça, toi, quand tu vois un spectacle arriver? Ou tu juges plutôt la communication? Est-ce que tu mets des choix personnels dans l'acceptation des spectacles au sein de ta structure?
Oui. En fait, il y a plusieurs choses. Quand j'ai dit bon spectacle, je pense que c'était dans le sens bon pour ce lieu, adapté à ce lieu. Dans l'absolu, j'ai créé Derviche en disant tous les spectacles ont besoin de tourner pour vivre. Comme c'est cette image de derviche tourneur qui accède à une sorte d'élan mystique en tournant. Et les spectacles, ils ont besoin de tourner. Une personne reconnue dans la profession a dit on est sur un marché du prototype, donc c'est normal qu'il y ait très peu de dates de tournée. Personnellement, on essaye de faire en sorte de ne pas être sur un marché du prototype, qu'un spectacle, il a besoin de se frotter à des publics différents, à des lieux, à des techniques différentes, et c'est là où il évolue et c'est vivant. C'est cet objet-là vivant qui est intéressant, je trouve. Donc, nous, on veut vraiment que ça tourne un maximum. Et au départ, on acceptait toutes les compagnies. On a été contraint de resserrer le nombre de compagnies qu'on peut accompagner par manque de temps humain. Donc, comme on restreint, on est obligé de faire des choix. Quitte à faire des choix, évidemment, notre point de vue subjectif rentre en ligne de compte. Alors, quand on reçoit des dossiers de compagnie, on demande toujours déjà d'avoir tous les éléments qui nous permettent, nous, a priori, d'avoir une première idée du spectacle. Mais c'est sur plusieurs facettes. On demande le dossier, teaser, si possible la captation complète et les dates de tournée. Ça, ce sont déjà 4 éléments qui nous permettent de voir à peu près où on met les pieds. Parfois, on se rend compte que le teaser, il ne donne pas envie. Je vais expliquer après pourquoi donner envie, mais qu'en revanche, quand on regarde la capta complète, en fait, c'est le montage du teaser qui ne correspond pas aux forces du spectacle. Inversement, ça peut avoir lieu avec le dossier, le teaser. Donc, on a besoin de ces 4 facettes pour essayer de cerner cet objet théâtral qui nous est proposé. On l'analyse avec une grille très objective. En fait, on a essayé d'objectiver ça pour ne pas rester dans du subjectif pur et parce que les programmateurs, eux, consciemment ou inconsciemment, ils ont ces critères-là quand ils reçoivent des mails ou quand ils reçoivent des invitations ou quand on leur parle de spectacle. En fait, on se rend compte que, et je vous invite à faire l'exercice, posez-vous la question de quel est le dernier spectacle que vous êtes allé voir, quel qu'il soit. Ce dernier spectacle, pourquoi vous êtes allé voir celui-là et pas un autre? Alors que, notamment à Avignon, à ce créneau horaire-là, il y en avait certainement 100 que vous pouviez aller voir. Pourquoi vous êtes allé voir celui-là? Pourquoi vous avez pris le temps d'aller le voir plutôt que de rester chez vous au frais? Et qu'est-ce qui a déclenché votre envie d'aller le voir? Quand on rationalise cette démarche-là de questionnement, on se rend compte qu'on est nous-mêmes aussi un peu comme les pros. On est archi sollicités. Alors, à Paris, n'en parlons pas. À Avignon, voilà. Mais les pros sont dans la même démarche. Quand on est dans des villes avec moins de propositions artistiques en permanence, ça va être le temps de trajet qui va être une problématique, ce qui fait qu'on ne peut pas aller voir tout ce qu'on voudrait voir, ou les finances. Un programmateur, il a la même démarche. Il va d'abord se dire, il va regarder le titre. Est-ce que le titre lui parle ou pas? Est-ce que l'auteur ou l'autrice lui évoque quelque chose? Est-ce qu'on lui en a parlé? Donc c'est pour ça que avoir plein d'échos sur un spectacle, c'est vachement bien. On a besoin que le théâtre en parle, que la presse en parle, que la compagnie fasse sa com, que tout le monde en fait fasse caisse de résonance autour du spectacle, parce que plus il y a d'infos autour du spectacle, mieux ça marche. C'est un peu les pubs dans le métro. En fait, une pub dans le métro, si vous voyez que l'affiche dans le métro, vous n'allez pas voir le spectacle. Il faut que vous ayez lu un article, qu'on vous en ait parlé. Et là, vous voyez l'affiche et vous dites « Ah oui, c'est vrai, je voulais aller le voir ». Donc, c'est cette accumulation de com qui déclenche quelque chose, le plus souvent. Donc, le titre, le propos, l'équipe artistique. J'y vais parce que je connais telle personne dans l'équipe. J'ai déjà vu une créa lumière par un tel, c'est super, je veux y aller. Une mise en scène par un tel comédien ou comédienne. Donc, tout ça peut participer au choix. Les lieux, je vais dans tel lieu à Avignon, et on sait qu'à Avignon, c'est important d'être dans des lieux repérés parce que ça donne une certaine reconnaissance. Après, en tout dernier, il y a le chargé de diff, parce qu'ils savent que s'ils sont passés, la compagnie est passée par nos grilles de sélection, ça veut dire qu'il y a déjà certaines cases qui sont cochées, et que quand ils vont nous demander les infos comme le devis, le machin, ça va aller vite. Ils ne vont pas réclamer 20 fois les choses. Donc il y a tous ces critères-là, dont nous on tient compte aussi. La qualité donc des éléments de com, parce que si le teaser n'est pas efficace,
ça va être compliqué, ça va coûter de l'argent à la compagnie de le refaire. Donc c'est tout ça qui nous fait dire on peut travailler ou pas. Ensuite, une fois que, pour l'aspect artistique, qui est encore autre chose, l'aspect artistique, on essaye de voir si ça peut correspondre à notre réseau. Par exemple, nous, on n'est pas du tout dans le réseau pure musique. En revanche, on travaille sur des réseaux théâtre et musique. Voilà, donc il y a des choses comme ça aussi, un peu de l'ordre du réseau. Et puis, le dernier critère, c'est qu'on tient à certaines valeurs de société et qu'il nous est arrivé d'avoir des propositions qui, il nous semble, soit par le propos même du spectacle, soit par le traitement qui en était fait, soit par l'attitude de la compagnie par rapport à ce propos, qui n'était pas dans ce que nous, on veut défendre, notamment sur le droit des femmes, sur le genre, sur des aspects voilà, un peu plus sociétaux et politiques. Quitte à faire des choix, on préfère défendre des projets qui défendent certaines valeurs auxquelles on croit. Ça ne veut pas dire qu'on est avec un axe politique fort, pas du tout. On n'est pas du tout une structure militante, mais on fait attention à ça. Et on a certains spectacles qui sont très ouvertement sur des sujets de société. On n'a pas de frein politique, en revanche. On n'a pas cette frilosité-là. Il y a un an, il y avait eu un article dans Le Monde sur la frilosité des programmateurs qui s'auto-censuraient et refusaient de traiter certains sujets. Nous, on avait Femmes non rééducables l'année dernière sur les journalistes en Russie. Cette année, on a juste Irena qui parle d'Irena Sendler qui a sauvé 2500 enfants juifs du ghetto et les petits gestes qu'on peut faire pour résister aux manipulations. On a un spectacle sur l'emprise et sur la radicalisation qui s'appelle Vague Alarme avec le soutien du CIPDR. On a Méduse qui porte la voix de victimes de violences sexuelles avec beaucoup de douceur et de beauté. Voilà, on fait le choix d'accompagner aussi des spectacles qui parlent de sujets qui peuvent déranger peut-être. Ce que tu dis est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut, si on a un spectacle, essayer de vous le proposer pour voir, on a une grille d'analyse, après on sait, ah non, ils ne nous l'ont pas pris, ça veut dire qu'il faut encore qu'on travaille, le teaser doit manquer de oui, peps. on le dit, on prend le Oui. temps de faire un retour aux compagnies. Ouais. Donc, Et puis ça peut être aussi un aspect économique, parce que quand une compagnie fait une création avec 12 personnes sur le plateau, où il faut des dimensions plateau très importantes et 3 jours de montage, si la compagnie, ça veut dire qu'un spectacle comme ça, c'est un certain budget, qui va donc ne s'adresser qu'à une petite partie des programmateurs potentiels. Si le spectacle n'a pas le rodage ou l'expérience artistique pour accéder à ces réseaux-là, on va aussi déconseiller à la compagnie de payer de la diffusion pour un résultat qui risque d'être très faible. Mais ce qui est beau dans ce métier, c'est qu'on a des surprises et qu'il y a de très belles histoires, que tout n'est pas écrit d'avance. On peut se dire un spectacle un peu facile, entre guillemets, c'est pas forcément celui qui marche le mieux. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment beau. C'est des belles surprises. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un côté pari où on peut mettre de l'énergie sur des choses qui ne sont pas gagnées d'avance. Et ça, c'est beau. Oui, vous avez la possibilité de prendre des risques à certains endroits, oui, grâce au fait que certains spectacles tournent et permettent Oui. Ouais, on a la chance d'avoir des compagnies très fidèles et avec lesquelles j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chargés de diffusion qui fonctionnent comme ça, qui se permettent, ils ont des compagnies pour lesquelles ça fonctionne et qui se permettent de prendre des risques en étant à des endroits plus fragiles. Oui. Et que les programmateurs, eux, prennent pas c'est quand même une échelle de prise de risque. Ça dépend, oui, certains programmateurs programment aussi des spectacles. C'est intéressant ce que tu as dit sur le réseau, musique, réseau. Comment tu vois ces différents réseaux, toi? Est-ce qu'il y a besoin de se spécialiser? Par exemple, si on parle du réseau marionnette, il y a les CNMA qui se sont créés. Est-ce qu'il y a besoin de se spécialiser à l'intérieur d'un réseau marionnette? On voit beaucoup de productions de la marionnette, par exemple, qui ne tournent que dans la marionnette et qui ont du mal à sortir du réseau de la marionnette. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que tu observes ça, toi, en tant que chargé de diffusion? Non. Ou c'est plus généraliste, ce que vous proposez, peut-être? Oui. Là encore, c'est que notre prisme à nous, c'est qu'un tout petit bout de la lorgnette, mais on travaille avec des compagnies qui tournent, Paname Pilotis, à Quand la dérive ou Marésibylle, qui tournent dans toutes sortes de salles. Des scènes nationales, des scènes conventionnées, mais aussi des salles municipales, des festivals, dans des lieux atypiques.
On peut aussi être amené à travailler avec des lieux vraiment atypiques, des offices du tourisme qui vont organiser des événements, des dates sur certains spectacles. Les compagnies sont autonomes, apportent leurs propres chapiteaux, enfin leurs propres castelets, donc on peut s'installer partout. Certaines n'ont pas besoin d'un noir complet, donc on peut être dans des lieux un petit peu plus atypiques. Et est-ce que c'est Donc, parce que c'est jeune public ou parce que... je pense pas. Je pense que la marionnette est de moins en moins typée uniquement jeune public. C'est l'impression que j'ai, en tout cas sur les réseaux avec lesquels on travaille. Et donc ça peut être tout public. C'est vrai, j'ai l'impression, enfin les réseaux que nous on touche avec les spectacles de marionnettes ne sont pas forcément des réseaux marionnettes. C'est des lieux, des théâtres municipaux, en nombre, c'est plutôt les réseaux municipaux, qui ont une programmation très large, pluridisciplinaire. Donc ils vont avoir un peu de danse, un peu de théâtre marionnette, un peu de musique, quelques têtes d'affiche pour aussi attirer l'attention des publics, des spectacles pour partie destinés au jeune public avec des actions pédagogiques, des spectacles pour le tout public, un petit peu de choses un peu plus prise de risque peut-être. Et c'est cette pluralité des propositions qui est intéressante et sur laquelle nous on travaille beaucoup. Mais est-ce que la marionnette reste pas dans l'écosystème du spectacle vivant jeune public? Je Dans ce que trouve vous pas. observez, vous, pas particulièrement. Pas particulièrement. Pas particulièrement. Là, pour parler d'Avignon, on travaille sur Juste Iréna, qui est un spectacle qui est accessible à partir de 10 ans. Donc on est déjà dans l'adolescence du jeune public et qui est complètement tout public. Les moyennes d'âge qu'on constate même dans les salles ne sont pas forcément uniquement des enfants. On Oui, est je parlais loin plutôt du côté programmateur. Je sais que les propositions peuvent être ouvertes. Est-ce que dans la tête du programmateur, ça ne reste pas lié, le jeune public et la marionnette? Alors, encore une fois, nous, on travaille beaucoup avec des compagnies qui font des propositions jeune public. Donc, mécaniquement, ces spectacles-là sont en jeune public. Mais on a aussi travaillé sur de la marionnette tout public. Et il y a de plus en plus de programmateurs. Enfin, j'ai l'impression que les programmateurs n'associent pas marionnette à jeune public. Et il y a cette ouverture d'esprit, ce côté travailler avec l'objet. Travailler au même titre qu'on travaille sur des lumières, qu'on travaille sur des effets, qu'on travaille... la marionnette est un moyen d'expression parmi d'autres et c'est l'inventivité, la créativité des artistes qui vont utiliser ce médium-là qui est intéressant. J'ai pas l'impression, en tout cas, je parle vraiment de notre expérience, que ce soit fermé comme ça. Est-ce qu'il y a des programmateurs qui, tous les ans, vous appellent « Ah, j'ai besoin d'un spectacle, est-ce que vous avez quelque chose à me proposer ?» Oui, il y a ça. Oui, ça arrive. Vous avez des fidèles qui vous appellent tous les ans? On essaye de faire en sorte qu'ils précisent leur demande, parce que sinon c'est vaste. Oui. Mais oui, on a des grands fidèles et puis on a des fidèles qui savent aussi que sur notre site et sur notre livret, ils vont trouver les infos dont ils ont besoin pour eux-mêmes préciser leurs choix et leurs recherches. Donc c'est chouette parce qu'on va avoir des mails ou des coups de fil de « il me faudrait un spectacle, je recherchais un spectacle pour tel événement dans ma commune, que ce soit l'ouverture de saison, pour une journée, la journée du droit des femmes, pour un Noël, ou mon élu veut faire quelque chose autour des dates de la Seconde Guerre mondiale ». Voilà, on peut avoir des demandes de ce type-là et ensuite, on essaye de resserrer. On nous dit « Ah, mais il faut que ce soit une compagnie de la région, il faudrait que ce soit pour tel âge de public, il faudrait que la compagnie soit dispo à tel moment. » Et c'est là où nous, on resserre les champs. Mais oui, je pense que de plus en plus de programmateurs nous sollicitent de cette façon-là ou vont sur notre site pour consulter. Et ça, c'est assez agréable. Et puis, notre petit livret... propagande, minute propagande. Sur notre petit livret, on essaye d'être très pratique parce qu'on sait que les programmateurs sont aussi assez speed. Et on fait avec autre partenaire, c'est Biblis Duroux, qui est une super graphiste. On fait un livret comme ça. Alors, on va se mettre sur de la marionnette. On fait un petit livret avec des pictos. Donc un visuel, parce qu'on trouve qu'on est quand même dans un métier d'image et il est important que le programmateur ait une première idée de l'esthétique. Donc on met une photo qui permette de voir ce qui se passe au plateau. Donc s'il y a un comédien plus un musicien, c'est important d'essayer de les voir tous les deux.
Donc un visuel qui montre l'esthétique, un petit plus, et puis des pictos. Donc l'âge à partir duquel le spectacle est conseillé, le nombre de personnes sur le plateau et une idée du budget. Donc on a des programmateurs qui nous ont dit ah oui, j'avais envie de venir voir ce spectacle, mais j'ai vu qu'il y avait 3 petits E, donc je pense que c'est pas pour moi. Donc c'est chouette, ils voient vraiment l'aspect pratique. C'est quoi les tranches, du Oui, coup? c'est les tranches de C'est quoi prix de vos session. tranches de prix de session? En gros, un E, c'est 1000 et quelques, donc c'est moins de 2000, donc c'est 1000 et quelques. 2, c'est jusqu'à 3000, et 3, c'est jusqu'à 4000 ou plus. Donc c'est un ordre de grandeur. Oui, Mais oui. certains lieux sont très tenus, donc c'est important qu'ils n'osent pas forcément demander le Avant prix à d'aller voir le l'avance. spectacle. Ouais. Ça me paraît toujours aussi fou. C'est très rare qu'on nous demande les prix ou les fiches techniques en amont, alors qu'on sait que ça va être parfois vraiment bloquant. Mais ils n'osent pas trop. Certains réseaux demandent les prix. Le réseau actif, par exemple, fait attention et tient compte des niveaux de prix, mais d'autres, pas trop. Donc nous, on donne une indication. On donne aussi la durée du spectacle, où est basée la compagnie, combien il y a personnes en tournée, parce que tout ça va leur donner un ordre de grandeur de est-ce que c'est faisable ou pas chez eux. Est-ce que ça peut se jouer en extérieur? Est-ce que ça peut se jouer hors les murs? Est-ce que la compagnie est accréditée à DAGE? Voilà, c'est tous les petits aspects non artistiques qui peuvent bloquer ou pas une date. Et est-ce que d'après toi, toutes ces questions-là, l'artiste devrait se les poser avant de créer un spectacle ou est-ce que ça peut être posé a posteriori? Comment tu vois Parce que c'est vrai que souvent les artistes, ils créent par rapport à ce qu'ils ont envie de Ah oui. dire, par rapport à ce qu'ils ont envie de créer, et tout ce côté un peu formel, c'est assez formel de dire c'est à partir de tel âge, il y a tant de personnes en tournée. Au début, peut-être que l'artiste ne sait pas, Ouais. ou imagine qu'une personne va être derrière la régie, finit au plateau. Enfin, il y a plein de questions qui, dans la création, dans l'acte de création, est-ce que tu penses que ce côté formel doit être pris en compte plus par les créateurs? Je pense que ce qui reste essentiel, c'est l'envie et ce que le créateur a envie de créer. Et il faut que cette étincelle-là, elle soit conservée le plus possible parce que c'est ça qui va déterminer la force du spectacle, avant toute chose. Après, créer sous la contrainte, ça peut aussi donner lieu à une certaine inventivité. Donc il ne faut pas complètement perdre de vue si on commence à faire un spectacle avec 12 personnes sur le plateau, mais qu'on n'a pas les moyens financiers pour payer des répètes et avoir des salles adaptées pour faire les répètes, c'est juste pas réaliste. Le spectacle n'aura pas lieu. Donc ce n'est pas l'objet non plus. Donc c'est un mix des deux. C'est important que les compagnies aient une certaine notion de ce qui existe aujourd'hui dans le marché du spectacle, parce qu'on se parle quand même d'achat-vente, hein. Donc il faut avoir une idée concrète, ce n'est pas sale, c'est normal de savoir, parce qu'à un moment il va falloir vendre ce spectacle. Donc c'est intéressant, il y a des bases de données comme la scène par exemple qui donnent toutes les dimensions des plateaux. Donc on peut se rendre compte que si on fait un spectacle, si on crée un spectacle qui a besoin de 12 mètres d'ouverture, bon, il y a un tiers des salles en France qui ne seront pas adaptées à recevoir ce spectacle. C'est tout, c'est mécanique. Si on fait un spectacle avec un grand nombre de personnes sur le plateau, il faut avoir les reins assez solides pour rémunérer toutes ces personnes le temps que le spectacle se fasse connaître. C'est des choses un peu comme ça. Si on crée dans la région sud et qu'on souhaite tourner en Bretagne, ça risque d'être compliqué aussi parce que les frais de transport vont être tout de suite aussi élevés que le prix de cession. Donc c'est des paramètres comme ça dont il faut tenir compte, mais un peu en arrière-fond. Certains spectacles qu'on accompagne se donnent oublient ces contraintes-là parce que sinon ça peut nuire à l'objet artistique qui est recherché. Et si l'objet artistique est assez fort, on arrive à entraîner derrière nous des programmateurs sur des propositions qui sont quand même avec beaucoup de monde au plateau, etc. Donc c'est important de garder l'aspect artistique d'abord, tout en ayant conscience du marché autour. Je crois qu'il y a une association qui permet en 4 heures de faire une formation pour essayer de cibler son spectacle. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, alors on a créé une association qui s'appelle Chiche en temps de confinement pour plein de choses, notamment pour faire jouer des spectacles dans les quartiers prioritaires de la ville. Et aussi, en temps de confinement, pouvoir être là pour profiter de ce temps un petit peu plus au calme, pour apporter des formations aux compagnies. Parce que la diffusion, c'est un métier qui est assez peu connu.
Dans les écoles de théâtre, ce n'est pas un métier qui est beaucoup approché, alors que les compagnies en démarrage, souvent, vont devoir à un moment ou à un autre assurer leur propre diffusion ou co-diffusion avec d'autres structures. Donc c'est dommage que ce ne soit pas très connu et très pratiqué. Donc on a proposé ça, donc c'est 4 heures qu'on passe avec une compagnie sur un seul spectacle et on fait comme si on allait faire la diffusion de ce spectacle. Donc on se met avec eux dans les chaussures du chargé de diff pendant 4 heures. Donc la première étape, c'est analyser les forces du spectacle. Tout ce travail de diffusion, encore une fois, s'il n'y a pas un spectacle fort au départ, c'est du bruit pour rien. Donc on analyse les forces du spectacle selon la petite grille dont je vous ai parlé Oui. avant. Donc qu'est-ce qui peut attirer l'œil d'un programmateur et pour quel réseau? On se rend compte aussi que parfois les artistes commencent en parlant de leur spectacle à la négative, par modestie, humilité ou par envie non assouvie. Ils vont nous dire « Ah, mais on n'est que 2 sur le plateau » ou « On n'a pas pu avoir telle chose » ou « Bon, on parle de ça, mais on ne parle pas de ça ». Donc, nous, on les retourne vers du positif, vers qu'est-ce que le spectacle propose aujourd'hui? Quelles sont ses forces? Est-ce que tel sujet ou telle discipline, est-ce qu'il y a de la musique sur le plateau? Est-ce que vous utilisez un texte d'un auteur ou d'une autrice qui a une certaine renommée? Donc on les amène à vraiment identifier les forces du spectacle sans fausse modestie. Et on s'assure ensuite que ces forces sont bien mises en avant sur tous les éléments de com. Est-ce que la photo, par exemple, principale, reprend bien les forces? S'il y a une créa-lumière magnifique, est-ce que cette photo qu'on va utiliser montre cette créa-lumière superbe? Toutes sortes de choses. Et donc on va décortiquer tous les outils et on va décortiquer aussi les réseaux auxquels le spectacle peut s'adresser. Et là, c'est vraiment un échange avec la compagnie. Et puis, on termine la section de 4 heures par dans l'ascenseur. C'est un petit exercice où on va faire en sorte que la compagnie arrive à parler de son spectacle en 3 phrases, top chrono, 3 petites phrases, parce que souvent, à Avignon, mais aussi dans la vie en général, on croise des personnes qui, de près ou de loin, peuvent programmer des spectacles et on a très peu de temps pour pitcher son spectacle. Et s'entraîner à le faire, c'est hyper précieux. Donc voilà, on fait ce petit exercice et ça coûte 350 € TTC, puisque là, il n'y a pas de TVA. À Paris, Oui, c'est ou en une visio. association. C'est une asso. Ouais. Voilà, donc c'est un petit coup de pouce aussi pour ceux qui le souhaitent et qui n'ont pas de chargé de diff, pour démarrer dans des rails très clairs, pour pas aller au casse-pipe, malheureusement, comme ça arrive Oui, ou trop pour souvent. se rendre compte que son spectacle a des forces qu'on n'avait pas du tout pris Oui. en compte, ou au contraire qu'on mettait en avant certaines choses qui Ouais, complètement. n'étaient pas valorisées par les programmateurs. Oui, ça permet de cadrer un peu le... Parce que les programmateurs font des retours. Certains programmateurs, comme on manque de chiffres sur le secteur, on prend tout ce qu'on peut et il y a des messages de programmateurs qui indiquent qu'ils reçoivent entre 50 et 100 mails par jour. Donc c'est des milliers au niveau annuel. Oui, on a un entretien avec Isabelle Bertola qui va sortir Ah, bientôt, bah voilà, qui dit ça. qui parle de la difficulté en tant que programmateur de trier, de recevoir, d'être attentif. Et elle parlait justement du ciblage, qui des fois il y avait des ciblages ratés, que ça c'était quand même finalement le plus grand problème, parce que le temps est précieux, Oui. et que du coup avoir un temps qui est gaspillé un peu par des compagnies qui n'auront de toute façon pas de débouchés, c'est un peu un milieu où on fait tous un peu, en tout cas c'est l'impression que j'en ai, c'est que si les autres chargés de diffusion font leur métier avec certaines règles de déontologie, ça permet que le métier soit bien vu et qu'on soit mieux reçu que si on a des collègues qui envoient 10 mails par semaine d'un spectacle qui n'a rien à faire. Mais tu vois, là, c'est aussi l'aspect économique qui rentre en ligne de compte, parce que aujourd'hui, il n'existe pas de base de données accessible à tous où les programmateurs pourraient noter « j'ai telle dimension plateau, je recherche telle typologie de spectacle et certainement pas ça, ça, ça ». AFC le fait un petit peu à l'échelle du festival. On a une base, mais c'est uniquement sur les programmateurs qui s'enregistrent auprès d'AFC. Au niveau national, ça n'existe pas. Et tu vois le temps qu'il faut pour renseigner individu par individu quelles sont à l'heure actuelle les typologies de spectacles qu'ils recherchent et celles qu'ils ne recherchent pas, les dimensions plateau, etc. C'est un temps très important. Et comme on est dans une économie réduite, on ne peut pas mettre
10 personnes à temps plein pendant des années pour renseigner ces données-là, et puis ça change tout le temps, tu vois. Donc forcément, par avance, toutes nos excuses aux programmateurs qui reçoivent des propositions de spectacles qui ne leur correspondent pas, parce qu'on ne peut pas tout renseigner, on fait un maximum, mais parfois, en effet, il y a des choses qui vont arriver aux mauvaises personnes. En plus, ce qui complique la tâche, c'est que les mails changent, que les programmateurs peuvent changer d'axe de programmation, que les lieux évoluent, des jauges qui augmentent, des tailles plateaux qui évoluent, et que quand on leur envoie des petits sondages en disant si vous voulez qu'on vous envoie une information plus précise uniquement sur ce que vous recherchez, on a très peu de retours aussi, parce qu'ils sont sursollicités et qu'ils ne vont pas prendre le temps de répondre à une énième demande d'information. Donc tout ça contribue au fait que avoir une idée très claire de qui programme quoi et d'envoyer la bonne info à la bonne personne, c'est ce petit travail de fourmi qu'on essaye de faire, qui est imparfait, parce que malheureusement, on n'a pas le temps et les ressources pour être absolument parfait tout le temps. Mais je pense que les programmateurs nous en veulent pas trop, mais ils attendent de nous quand on leur adresse une communication, qu'elle soit efficace, dans le sens où dans l'objet tout de suite, ils peuvent comprendre si c'est un peu pour eux ou pas, des visuels, pour se rendre compte artistiquement si ça correspond à leur ligne ou pas, et puis des éléments très factuels de durée, d'âge, d'éléments techniques, et après, le contenu artistique qui les intéresse ou pas. Mais là, c'est complètement subjectif. Mais notre travail à nous, c'est leur simplifier la lecture pour que, en le moins de temps possible, ils puissent se dire « c'est peut-être pour moi ou pas ». Finalement, ils pourraient faire le même travail que font les compagnies en 4 heures, là. Quelles sont mes Oui. forces, quelles sont mes faiblesses, qu'est-ce que je recherche Ouais. Mais eux aussi, ils ont cette part de subjectivité. Parce que c'est comme de chercher un amoureux ou une amoureuse, en fait. On peut se dire je veux une grande blonde de telle et telle caractéristique, et puis en fait tomber amoureux d'un garçon brun, tout petit, et qui, voilà, que ça n'a rien à voir. Parce que ça fait partie aussi de la magie de cette espèce de chose voilà, qui n'est pas rationalisable aussi dans le spectacle comme dans la vie en général. Donc c'est ça qui est intéressant. Certaines parties sont vraiment rationalisables, d'autres laissent la place à des émotions qui sont encore un peu libres. J'aimerais une question, si tu t'es déjà posé la question, mais comment tu vois les intelligences artificielles dans ton métier? Est-ce que ça pourrait aider votre métier pour toutes les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, comme par exemple fouiller le site internet d'un théâtre et y voir les lignes directrices pour peut-être mieux cibler l'envoi de mail après? Comment tu vois ça actuellement? Est-ce que vous utilisez un petit peu pour la rédaction ou pour la recherche et comment tu vois aussi en prospective le changement de votre métier? Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait très peu de temps finalement qui était dédié aux tâches, que la plupart du temps c'était les appels et tout ça qui ne sont pas encore voilà, oui, automatisables. On n'a pas de robot mais... qui répond au téléphone. Oui, voilà. Comment tu vois cette partie technique? Vu que vous avez toujours été à la pointe technique, Alors, on a essayé. On n'utilise aucune intelligence artificielle aujourd'hui pour une première raison. Enfin, je pense qu'on ne se l'interdit pas s'il y a un vrai gain. Mais aujourd'hui, le gain n'est pas assez net. Et étant donné que c'est une catastrophe écologique, ces intelligences artificielles, aujourd'hui, on ne les utilise pas. On a essayé dans plusieurs champs. Dans la rédaction, nous, on n'est pas satisfait de ce que ça propose. Je sais que beaucoup d'entreprises l'utilisent pour du rédactionnel. Nous, on n'est pas satisfaites. On trouve que les textes des compagnies ont toujours, avec toutes leurs petites peut-être irrégularités ou leurs petites granularités, sont beaucoup plus intéressants que ce qu'écrit l'IA. Pour des visuels, on a essayé. Parfois, on avait une image qu'on voulait utiliser d'une compagnie. Elle est en format portrait et on a besoin qu'elle soit en paysage. Donc, l'IA, typiquement, est censée remplir les trous. C'est pas terrible. On a essayé aussi, pour les bases de données, de dire, s'il te plaît, parce qu'on parle poliment à l'IA, mais il paraît que ça lui fait encore plus utiliser d'énergie, donc il ne faut pas lui parler poliment, en plus, donc ça, je ne comprends pas. Donc, on a demandé de nous extraire les lieux de tournée de tel ou tel spectacle.
c'est un peu faux, très incomplet et ça marche pas. En fait, c'est pas bon. Aujourd'hui, et on sait que ça évolue vite, aujourd'hui, nous, on n'a pas trouvé de champ où ça pouvait nous aider et on en est très contente puisque du coup, c'est un tout petit geste qu'on fait pour ne pas aller plus mal en température tous ensemble. Oui, c'est ça, il n'y a pas d'interdiction, vous n'avez pas d'interdiction formelle, mais pour l'instant, Pour l'instant, on ne l'utilise pas et on en est contente de ne pas l'utiliser. Ouais. On va faire un peu de prospective. La PAS, Ouais. tous les ans, on fait un communiqué un peu catastrophiste sur le monde de la culture. Comment vous est-ce que vous le vivez, vous, ce catastrophisme et comment tu vois les années dans le temps futur? Est-ce que tu penses que tu arriveras toujours à employer ces 4 personnes Comment tu vois le futur? On a passé Covid, alors sain et sauf. Ça a été dur le Covid, c'est ça pour vous? Ça a été dur, ça a été très dur. Je pense que ça a été dur pour tout le secteur artistique, mais finalement Chargé Diff aussi. On n'est pas sur les plateaux, on n'était pas en manque de public, nous, de notre point de vue, mais on a travaillé comme des chiens parce qu'il fallait essayer d'avoir le moins d'annulations possible. Bon, il y a eu énormément d'annulations. Travailler pour avoir des reports, parfois 2, 3 fois des reports. À chaque fois, ça veut dire rédiger des avenants, rédiger des avoirs, refaire les factures, refaire les contrats. Et on ne fait pas 15% à chaque fois. Et on fait 0 jusqu'à ce que ça joue. C'est ça, oui. Il y a des compagnies qui les compagnies d'ailleurs, par le même. Comme les compagnies. Alors, comme on n'est pas intermittent, on n'avait pas ce soutien-là. On a eu des prêts de l'État, quand même, il faut le dire, mais on les rembourse encore. Et on s'en sort très très bien. Mais c'est vrai que c'était assez difficile aussi psychologiquement parce qu'on n'avait pas de perspective de sortie. On ne savait pas quand est-ce qu'était la fin du tunnel. Et ce qui est très très bien, c'est que pour l'intermittence, il y avait une date assez lointaine d'aide. C'était très dur pour les artistes qui étaient coupés de leur public. Mais nous, c'était vraiment au jour le jour, les aides, on n'avait pas de visibilité. Mais ça a créé des liens encore plus forts, je trouve, avec les compagnies et avec les programmateurs. Parce que les programmateurs aussi, on peut se dire, bon, ils avaient leur salaire employé par une structure, c'est tranquille. Je pense qu'eux, ils ne pouvaient pas exercer leur métier et qu'ils en étaient tristes, qu'ils étaient en relation toute la journée avec des artistes qui étaient dans des situations difficiles, donc pour eux aussi, c'était dur. Et eux aussi, pour eux, c'était... Du coup, on a créé des liens vachement forts, au final, pendant le Covid. Mais pour parler de prospective, en effet, le secteur souffre. Les chiffres, les rares chiffres qu'on a sont impressionnants, des baisses de budget, des réductions de programmation. Nous, au quotidien, ça veut dire quoi? Ça veut dire des dates annulées parce que les passes culture ont été gelées. Ça veut dire des dates annulées parce que des budgets n'ont pas été donnés au lieu, ils annulent les dates. Ça veut dire beaucoup de négociations sur le moindre frais kilométrique, sur le moindre repas la veille, sur chaque petit détail du budget. Donc c'est très bien de faire attention à l'argent public, mais c'est vrai que du coup c'est plus de temps aussi d'explication des devis. Comme chaque structure est quand même assez petite, on voit chacun son périmètre. On a la chance d'avoir des compagnies qui continuent à fonctionner très très bien. Donc nous on est plutôt en croissance. Et on vit un Avignon de privilégiés grâce au très beau spectacle qu'on accompagne. Et on est suivi et on est en très forte croissance. Donc on en est très heureuse d'un point de vue perso et puis pour les compagnies. Mais c'est vrai que la situation au global, elle est difficile. Je pense que pour tenir à long terme, chacun doit faire des efforts par rapport aux éléments économiques. Donc avoir conscience que les frais vont être de plus en plus regardés, essayer de calculer le prix de cession au plus juste pour tourner, quitte à avoir un petit peu de moins de marge à chaque fois. Nous, on est en pourcentage du prix de cession. Donc si le prix de cession baisse, notre com elle baisse, mais c'est comme ça nous va. On est complètement au clair avec ce système-là. Et puis, il faut tenir compte de ça, tenir compte des conditions de tournée. Essayer aussi d'être dans l'entraide, de mettre en place des outils, comme je disais, de mutualisation des tournées, parce que ça veut dire réduire les frais qui vont être payés par le lieu, donc laisser plus de place dans les budgets pour les sessions plutôt que pour les frais. C'est ce genre de choses où on va pouvoir quand même encore jouer. En France, on est encore une très belle terre de spectacles vivants. Il faut qu'on ait conscience aussi de ça, c'est une belle chance, et qu'on l'utilise au mieux.
La raison pour laquelle aussi on veut défendre des spectacles très variés, c'est qu'on croit très fort au fait que les spectacles peuvent gagner des publics en touchant des publics. C'est-à-dire que c'est un cercle vertueux. Quelqu'un qui a été touché par un spectacle, même un spectacle dans un jardin, sous un arbre, un spectacle dans une bibliothèque, n'importe quel spectacle, une fois qu'il a été touché, qu'il a vécu ce frisson, ben, c'est comme une drogue. On a envie de revivre cette émotion-là. Donc on va retourner au théâtre pour rechercher quelque chose qui va nous redonner ce goût, cette petite étincelle qu'on a vécue. Et c'est ça qu'on veut susciter à tous les niveaux. Jouer hors les murs, jouer où que ce soit. On a organisé des représentations pour des polices municipales sur les violences faites aux femmes. On a fait des représentations de danse sur des anciennes centrales nucléaires. Voilà, il y a des lieux désaffectés. On travaille avec des associations de foyers pour enfants qui développent la pratique artistique pour les enfants. On travaille avec des associations de bénévoles qui organisent des représentations et puis des débats derrière avec les personnes qui viennent autour des sujets traités par ces spectacles. Donc le spectacle, la narration des mots ou des gestes qui racontent une histoire, se laisser bercer par une histoire avec plus ou moins de lumière, plus ou moins de son, plus ou moins de costumes, mais ce côté de assieds-toi et on va partager une histoire ensemble, ce temps voilà, humain, entre humains, il est très fort et une fois qu'on a touché une personne, elle va revenir. En littérature, ben, on voit ça aussi. Des succès comme Harry Potter, ben, ça a fait lire beaucoup d'enfants et d'adultes par la suite. Donc on croit en la variété de la création pour toucher des publics les plus variés possibles pour que cette créativité puisse exister à toutes les échelles. Est-ce que tu as envie de donner un conseil à quelqu'un qui écoute ça maintenant, un jeune ou un moins jeune qui se dirait j'ai envie de me lancer dans la diffusion ou dans la création d'une entreprise de diffusion ou de production, pourquoi pas, mais est-ce que tu as un conseil, tu as envie de dire un truc que tu aurais aimé qu'on te dise il y a 10 ans? Ben, bienvenue, on a besoin de vous, c'est un très beau métier. Conseil de se renseigner au maximum, d'échanger avec des gens qui pratiquent ce métier au maximum, ou avec des compagnies, avec des programmateurs, ne pas partir avec d'idées préconçues et faire sa propre voie, se créer son propre modèle en fonction de ce qu'on perçoit et d'où on peut être efficace. Il faut avoir les pieds sur terre, parce que c'est quand même du temps, que le temps n'est pas infini, donc bien gérer son temps pour ne pas se faire noyer et pas s'user dans ce travail qui est très beau. Et puis, garder en tête dans les moments difficiles que c'est une très belle action que de soutenir les artistes, même si c'est d'un point de vue bassement matériel, ben, ils mangent aussi, les artistes, donc c'est utile, c'est bien. Ça m'avait toujours frappé dans le livre de Zola, l'œuvre, où l'auteur, celui qui a réussi, il offre et ce qu'il peut faire pour soutenir ses copains artistes qui galèrent, c'est de les inviter à manger. Il organise des repas pour qu'ils mangent et qu'ils n'aient pas ça à se poser comme question et qu'ils puissent créer à côté. Donc c'est un beau métier que de faire au maximum tourner les spectacles. Et oui, un conseil, ben, c'est réinventer ce métier parce qu'il y a plein de places pour le faire de plein de façons différentes. Super, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à notre entretien? Quelque chose que tu as envie de dire au monde? Au monde. J'ai envie de dire, je ne sais pas, merci pour votre générosité, le Castelet. Vive l'objet, tous les vivants, les non-vivants. Eh ben, Tina Sarafi, merci beaucoup. Avec plaisir. Les marionnettistes font comme ça, les programmatrices font comme ça, les chargés de diff font comme ça, les régisseuses font comme ça, les publics font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon. On y danse plus ou moins en rond, les marionnettistes sont comme ça, les programmatrices font comme ça, les chargés de diff font comme ça, les régisseuses font comme ça, les publics font comme ça, et puis encore comme ça.